Bonsoir à tous et bienvenue au débat du soir. Nous décortiquons ce soir deux actualités qui rythment la course vers les élections générales de 2026. Premièrement, la transmission de la liste électorale informatisée par l'ANIP à la Sénat, qui est un acte institutionnel fort, mais au-delà de l'événement, la question est, après l'audit du fichier électoral concédé par le chef de l'État et après la confirmation par les experts de l'audit que le système garantit l'extraction d'une liste crédible et fiable, cette étape de transmission marque-t-elle enfin la fin de la polémique récurrente sur la liste électorale dans notre pays? Nous en débattrons avec nos invités. Deuxièmement, le parti Les Démocrates éliminé de la course au communal de 2026. La formation politique saisit la Cour suprême pour obtenir gain de cause. Nous essayerons d'apprécier les chances pour la formation politique de l'ancien président de la République, Boni Yayi, de faire invalider sa disqualification. Et pour décrypter ce soir ou pour analyser ces deux sujets, je reçois Delphine Ngagana, technicien d'assurance. Bonsoir. Bonsoir, Madame Toula. Bonsoir, mes co-débatteurs. Merci d'être là avec nous ce soir. Juste à Kakpo, vous êtes géographe, cartographe, environnementaliste. Bonsoir. Bonsoir, Madame, et bonsoir à nos très chers amis téléspectateurs. Espérance Ouessou, vous êtes spécialiste des énergies renouvelables. Bonsoir. Bonsoir, Madame Agnès. Bonsoir, chers téléspectateurs. Angèle. Absolument. Et enfin, Kazmi Pédior, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Madame Toboula. Bonsoir aux téléspectateurs de E-Télé. Commençons par notre premier sujet, si vous le voulez bien, la transmission de la liste électorale informatisée, une étape qui intervient après un processus qui a fait parler, je le rappelais tout à l'heure, d'abord un audit du fichier électoral exigé et obtenu par l'opposition. Le groupe d'experts sélectionné par le COPUL a même affirmé que le système garantit l'extraction d'une liste crédible et fiable. Nous n'avons toujours pas, on va dire, le rapport final, mais après cette étape, l'ANIP a procédé à l'extraction de la liste provisoire, puis à son affichage. Nous avons fait l'audit participatif et là, c'est la transmission de la liste électorale informatisée, celle qui va donc servir aux différents scrutins de 2026. Delphine Ngagana, je vais commencer par vous. Cette transmission doit-elle être interprétée comme une victoire de l'institution sur le doute de cette frange de la classe politique? Ah oui, il faut commencer par dire que c'est une première, pour ne pas dire totalement une première, parce qu'on l'avait déjà vécu en 2022, au moment où les gens voulaient aller aux élections législatives. Les gens ont commencé par dire très tôt que la liste électorale n'est certainement pas fiable et que donc du coup, l'équipe qui serait en train d'installer, en tout cas de réaliser la liste se trouve être dirigée par quelqu'un de l'extérieur, donc du coup on ne faisait pas confiance en ça, et ce qui a fait qu'il y avait une commission ou bien un comité qui avait géré en son temps, et très tôt ils se sont en tout cas arrivés à se dire ok, même si la liste n'est pas totalement fiable, que le niveau où c'est que c'est mieux que ce que nous avons l'habitude de faire, parce que c'est non seulement le premier souci que nous avons chaque fois dans nos pays, dans la sous-région, c'est d'abord le fichier électoral qui pose problème, et c'est là que commencent les vrais soucis. Mais si on est arrivé à franchir ce niveau en 2022 et que maintenant le bruit ne s'est plus trop entendu, parce que en 2023, juste après les élections, il y a un parti politique de l'opposition qui avait soulevé le sujet, et très tôt le chef de l'État a donné les garanties nécessaires, histoire de pouvoir donner les moyens pour que l'audit soit fait, pour qu'il n'y ait plus de problème. Et je pense que ça a été fait, et je vous dis, si les experts sont arrivés à finir et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de bruit, donc c'est sûr que ça a fait vraiment l'unanimité à leur niveau, parce que si vous invitez des gens qui sont venus travailler pour vous, ils ne peuvent pas ne pas trouver quelque chose à dire, même si vous finissez votre thèse de doctorat et que vous redonnez la copie au même jury, il va retrouver toujours quand même des fautes dans ça. Donc du coup, les experts qui avaient fait un rapport en son temps, c'est vrai que nous n'avons pas le rapport final. Si c'était que ça ne faisait pas
confiance, unanimité au niveau des gens, on aurait déjà entendu des bruits. Donc du coup, si aujourd'hui on transmet une liste et que aucun parti, ni de la mouvance, ni de l'opposition ne trouve à dire, ça veut dire que nous avons quand même réussi quand même quelque chose de magnifique et on doit s'en féliciter. Casmic Kedja, une victoire de l'institution face aux doutes que suscite généralement la liste électorale en période électorale? Plutôt une victoire du peuple béninois, des Béninois tout entiers, parce que ce n'est pas l'institution qui a réalisé ça, c'est les Béninois dans leur entièreté. C'est une victoire de la démocratie béninoise et c'est une victoire de l'exécutif qui a mis les moyens nécessaires, qui a compris très tôt les enjeux donc, de cette réforme-là et qui aujourd'hui fait son petit bonhomme de chemin. C'est une victoire de nous tous. Aujourd'hui, on peut se taguer sans courir le risque de se tromper que nous avons une carte d'identité biométrique. Et ce n'est pas pour aller aux élections que nous allons nous mettre ici, à commencer par donc, chier gros sur, excusez l'expression, à dénoncer donc cette liste-là qui aujourd'hui nous permet quand même d'aller au niveau de la banque et de rechercher, d'aller chercher donc ce que nous avons déposé là-bas, de voyager donc avec une carte avec un passeport, une carte d'identité biométrique et de vaquer donc à tout ce qui est administratif avec donc cette liste-là. Vous savez, les démocrates, pour ne pas citer ce parti de l'opposition, a soulevé donc un petit couac. Et le gouvernement a pris sur lui la responsabilité d'auditer cette liste-là. Et les auditeurs sont venus et ont dit qu'on peut organiser les élections avec ça. C'est vrai, nous sommes dans un État africain, nous sommes au Bénin et la perfection n'est pas pour nous, en ce sens que nous avons encore dans notre État civil des couacs, des problèmes que nous n'arrivons pas à régler. Mais de là à aller à ces élections en 2026 et dire qu'on ne peut pas aller avec cette liste-là, je trouve que quand même, il faut être parfois de bonne foi, il faut être optimiste, même si on n'aime pas ceux qui sont en train de travailler, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose. Il a dit, ce n'est pas la Bible que nous sommes en train donc, de confectionner, c'est une liste, c'est une œuvre humaine. Il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir des morts qui sont encore sur cette liste-là parce que tous les jours que Dieu fait, chaque seconde, des Béninois meurent. Et donc, cette liste peut avoir de l'imperfection, mais cela n'entache et cela ne devrait pas entacher la régularité donc, de cette liste-là. Et je trouve normal que le calendrier électoral soit respecté avec donc cette transmission à la Sénat de cette liste-là. C'est la victoire, non pas de l'institution, mais c'est la victoire de tous les Béninois. Espérance Wessou, Casmi a mis déjà l'accent sur le respect, effectivement, du calendrier, 60 jours, transmission de la liste, donc 60 jours avant le scrutin. Tout ce dont on a parlé, tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure, ça fait dans les délais impartis. Vous en dites quoi? Le respect du délai, je pense que c'est là où, à côté du peuple, nous allons féliciter l'institution, parce que le peuple pouvait jouer pleinement sa partition et que l'institution tarde à se mettre au pas à jour pour pouvoir respecter le délai imparti. Une fois le délai imparti est respecté, là, nous allons tirer un coup de chapeau aux hommes de l'ANIP, ceux qui ont su conduire cette opération jusqu'à terme. Et là, en termes de régularité, je peux dire alors qu'un grand pas a été franchi pour les élections générales de 2026, parce que c'est resté dans le délai. Si on était rentré dans un schéma de non-respect du délai, je pense que ça pouvait soulever d'autres polémiques. D'aucuns peuvent dire oui, bon, ça a été validé par des experts et là, on les voilà maintenant en train de tripatouiller la liste. C'est pour cela que ça tarde, mais comme tout est fait dans les règles de là, jusque-là, en termes de délai, je pense que ça rassure tout le monde. Et je pense que même quels que soient les partis, hein, les tendances, et là, quand on parle des tendances en matière électorale, il faut beaucoup plus jeter regard vers l'opposition. Je pense que même l'opposition, dans ses réclamations ou sorties de ces derniers jours, on n'entend pas parler de la liste électorale. Donc, je pense qu'on peut se permettre de dire qu'ils sont aussi autant rassurés que le peuple béninois, parce que le peuple béninois, quand on a fait l'affichage pour l'audit participatif, on n'a pas eu
autant de bruit, on n'a pas, pour ne pas dire véritablement, on n'a pas senti des remontées de tension pour dire, parce que n'oubliez pas, hein, dans un passé récent, quand on affiche la liste, on se dit, vous entendez des cris comme quoi il y a des centaines, des milliers de personnes dans mon bureau de vote que je n'ai jamais vu, que je ne connais nulle part. Et effectivement, quand les jours des élections, vous voyez débarquer effectivement des dizaines de bus pour effectivement amener des gens, mais on n'a pas eu ces ressentis. De toutes les façons, moi, actuellement, j'ai pas eu ces remontées de terrain cette fois-ci. Donc, je peux dire que même si la perfection n'est pas de ce monde, je pense que ce qui sort de cette liste, quand même, frise quand même la perfection. Et on aura remercié le peuple béninois, comme l'a dit Kazmi, et on aura remercié aussi l'institution. Alors, Monsieur Akapovu, je vais vous interroger donc sur ce processus, on va le dire, cette transmission qui vient boucler un chapitre. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle que c'est la fin des polémiques sur le fichier électoral? Je pense que comme l'ont déjà souligné mes prédécesseurs, on ne peut que s'estimer heureux par rapport à cet aboutissement-là que nous sommes en train d'observer. Déjà, nous devons aussi savoir que au nombre des différentes suggestions ou plutôt des recommandations faites par la commission ayant travaillé, ayant audité le fichier électoral, c'était que ces recommandations-là tournaient autour des éléments qui allaient amener, qui sont plutôt orientés vers le futur. Quand je dis orientés vers le futur, c'était que le fichier, et ce fichier électoral-là garantissait quand même le fait que nous puissions avoir une élection transparente et donc des élections plutôt transparentes parce que c'est des élections qui sont en quelque sorte groupées. Et donc, déjà, cet élément-là avait déjà marqué un aspect très important par rapport à la procédure. Et l'autre chose, c'est déjà le fait qu'il n'y ait pas eu de remous par rapport à la situation, et qu'on ait observé d'accalmie et que l'autre chose qui pourrait quand même nous amener aussi à voir toute la bonne foi qu'il y avait par rapport à cette procédure, c'est le fait que même les partis de l'opposition soient impliqués dans le processus. Déjà, cet élément-là pouvait déjà nous amener à voir quand même que la procédure s'est inscrite dans une sorte de transparence, parce qu'on ne peut pas avoir siégé dans un travail d'audit et venir après dédire ce qu'on a fait sortir comme travail. Et donc, du fait que ce travail-là a pris en compte des acteurs majeurs qui pouvaient quand même dénoncer le fait qu'il y ait quand même des éléments d'imperfection et tout ça, et ça a fait quand même qu'on a pu observer en quelque sorte une certaine unanimité par rapport au fait que ce fichier-là était quand même crédible et que cette liste-là qui allait sortir de là allait quand même nous permettre de pouvoir avoir des élections et qui puissent quand même permettre à tout le monde d'y participer réellement et d'aller voter librement. Et pour finir, l'autre chose que je voudrais aussi souligner, pour que nous sachions tout le sérieux qui est observé par rapport au travail qui se fait et qui a été réalisé à ce niveau. Je ne sais pas si ça a été le cas chez tout le monde ici. Et à un moment donné, nous avons constaté que l'ANIP nous envoyait des messages, des SMS, pour nous indiquer nos bureaux de vote et tout ça. Je pense que c'est quand même un élément aussi qui pouvait nous permettre de pouvoir signaler à un moment donné s'il y avait une certaine incohérence, s'il y avait une situation qu'on pouvait signaler, toujours dans une démarche de transparence. Alors, Delphine Gana, vous avez trouvé que c'est une victoire de l'institution. Je demandais si ce travail que fait désormais l'ANIP et qui extrait la LEI du registre des personnes, une LEI donc qui sert à l'élection, nous permet définitivement de mettre fin à toute polémique qui naissent, les polémiques qui naissent donc à chaque année électorale due au manque de confiance en cette liste électorale. Je pense que tel que l'opération se mène chez nous, pour quelqu'un qui avait déjà vu une fois comment on confectionnait nos listes électorales
auparavant. Et ce qui se fait maintenant, on doit se rendre compte de ce que, oui, que c'est totalement différent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la liste électorale qui est l'objectif, mais c'est le registre national qui est l'objectif. C'est plutôt c'est du registre national qu'on tire juste la liste électorale. Et donc, du coup, ce n'est plus qu'avant, on installe des gens qui viennent, c'est-à-dire recueillir les informations des gens. Ce n'est pas ça. C'est qu'un enfant qui est né aujourd'hui, on sait déjà que dans 18 ans, à tel moment, il doit pouvoir participer aux élections. Donc, du coup, on n'a plus à attendre que l'intéressé passe donner ses informations ou pas, ou qu'il donne même des informations erronées. Ce n'est plus ça. Et vous allez constater que celui qui a eu le temps d'utiliser, d'implémenter un tout petit peu le système, doit se rendre compte de ce que si vous enregistrez déjà 2 fois, c'est que le système vous bloque, vous n'avez plus accès à vos données. Donc, il faut aller pouvoir régulariser votre situation avant de pouvoir bénéficier désormais de vos pièces. Ça veut dire quoi? Que désormais, tout ce que nous faisons se trouve être enregistré et suivi. Donc, du coup, il n'y a plus à dire j'ai plusieurs identités, j'ai telle et telle chose, ce n'est plus ça. Donc, du coup, ce n'est plus un peu comme avant où on confectionne des listes à tout va. Non, ce n'est plus ça. Donc, du coup, moi, je dis, pour quelqu'un qui se trouve dans le système, doit pouvoir se dire, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses à corriger, mais ce n'est plus comme avant. Et si nous continuons ainsi, on peut se taper la poitrine et dire, oui, nous avons quand même réussi à réaliser quand même quelque chose de magnifique pour la paix dans notre pays, parce que je pense qu'en 2023, on l'a eu. En 2026, on est en train de l'avoir. Je crois en 2031. Et si l'opération se répète, bon, je pense qu'un peu comme le CA de Soavala dit, c'est que nous sommes partis. D'accord, il suffit donc effectivement d'apurer, on va dire, au fur et à mesure d'enlever les décès. Il y a même une opération qui oblige les gens à déclarer systématiquement leur décès avant l'inhumation. Je pense avec toutes ces méthodes mises en place, Kazmi Kpedjo, on peut dire effectivement, bon, je ne vais pas dire que le Bénin est parti, mais on peut dire qu'on a un problème de moins. Oui, un problème de moins, 2 problèmes de moins et des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des morts, qu'on va estiper désormais de la liste, qu'on ne va pas oublier, on va les mettre de côté. Mais c'est que cette liste-là peut être utilisée dans le système éducatif. Il a dit, un enfant qui naît aujourd'hui, on sait que dans 18 ans, il sera en âge d'aller voter si Dieu lui prêtait vie. Également, cet enfant, à l'âge de 6 ans, on doit pouvoir le retrouver dans le système éducatif. Cet enfant, on doit pouvoir le retrouver dans le système sanitaire. Cet enfant doit tomber malade. Je dis bien doit. Un être humain ne peut pas ne pas tomber malade. Et on va le retrouver à l'hôpital. Et on pourra désormais, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui dans nos grandes formations où quand il y a une situation d'urgence, eh bien, le Béninois dans son propre pays est identifié comme un inconnu sur une liste, eh bien, désormais, on ne va plus nous inscrire comme des inconnus. On saura que c'est M. X ou Y qui a été transporté d'urgence à l'hôpital et que ses parents sont à tel endroit. C'est ça le bien fondé, c'est ça la victoire. Et aujourd'hui, ils vont s'en vouloir à ces messieurs-là que je continue par retrouver dans nos mairies, dans nos arrondissements, qui n'ont pas encore pu s'enregistrer sur cette liste-là. Ils ne voteront pas. C'est à leur péter profit. Donc, véritablement, c'est une liste aujourd'hui qui va au-delà donc de l'aspect politique, au-delà des élections. C'est une liste, c'est une réforme qui nous permettra véritablement de dire nous sommes un pays et qu'on peut, on peut se taguer d'être dans les réformes, dans le système des nations qui participent à l'éclosion donc de l'espèce humaine. Qu'on nous reconnaît, que notre État, que le Bénin reconnaît Kazmi Kpedjo comme un fils digne qui doit pouvoir être identifié tel quel. Et non que demain, qu'on trouve des personnes, de faux amis, vous voyez, cette pagaille-là, ce désordre auquel nous avons été assistés, non pas parce que nous avons fauté nous-mêmes, mais parce que nous étions dans un système archaïque des élections. Eh bien, aujourd'hui, on ne pourra plus assister à ça. Donc, c'est pourquoi je dis oui, c'est une victoire, mais c'est une victoire du peuple béninois. Parce que quand on commence par faire ce débat, les Béninois, certains Béninois pensent que c'est eux qui ont déboursé l'argent de leur poche et qui ont réalisé donc cette liste. Non, ça a été fait sur le budget national. Et c'est ça le chef de l'État a dit la dernière fois, qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des nations de réunir les institutions donc de l'ONU
comme le PNUD, pour qui je dois tout respect. Mais on n'a plus besoin de les appeler aujourd'hui pour dire que nous voulons réaliser une liste qui relève de la souveraineté donc de notre État. Non, nous avons aujourd'hui une réforme. D'aucuns nous diront également que oui, est-ce qu'il y avait Internet en 1960? Ça, c'est le débat. Je ne m'en mêle pas. Mais je dis aujourd'hui, nous avons utilisé donc les moyens qui sont les nôtres pour donc parvenir à quelque chose de waouh. Et ça ne peut qu'être à l'actif du peuple béninois tout entier. C'est tellement que d'autres pays viendront copier le modèle béninois. Pourquoi pas? Un peu comme l'Afrique du Sud. Demander à des députés à l'Assemblée nationale. Cette réforme a été implémentée en Afrique du Sud. Et le Bénin en est pionnier, bien avant l'arrivée de l'équipe actuelle. Il y a des députés qui peuvent témoigner de ça. Donc moi, je pense que ce waouh, ce quelque chose que mon très cher ami vient de mettre sous la coupole donc, du maire de Soava, le Bénin a véritablement... Bon, il a inventé une expression, mais je vous comprends, allez-y. Donc le Bénin est véritablement parti et on ne peut que s'en réjouir. D'accord. Allez, la liste a été transmise, donc reste maintenant Espérance OSO à espérer la collaboration entre l'ANIP et la Sénat telle que souhaitée par Saka Lafia pour d'éventuelles situations à gérer le ou les jours des scrutins. Oui, je pense que là, s'il restait jusqu'à présent une polémique autour de cette liste, c'est malheureusement ce côté qui est... Pas polémique, peut-être des situations polémique, sur le terrain. Je vais en venir. C'est pas forcément la faute maintenant de l'ANIP ou de la Sénat. Vous allez constater que c'est parfois, malheureusement, c'est ce que je déplore souvent, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois sur ce plateau, j'impute ça aux politiciens eux-mêmes. Les derniers mouvements intenses qu'a connu cette liste, ce n'est pas parce que l'ANIP ne s'est pas préparée. Vous avez constaté des gens qui ont organisé des transferts massifs, effectivement, pour changer de bureau de vote. Et ça pourrait dérégler un peu parce que c'est un travail purement scientifique avec des clés de répartition bien définies. Mais si à la dernière minute, vous rentrez vous créez des champs qui déplacent un peu les clés de répartition, sauf que peut-être le jour-là, on peut avoir quelques couacs sur le terrain. Mais je pense que ça sera finalement réglé et ça pourrait être facilement réglé parce que ce sont des sachants qui ont conduit véritablement cette liste et comme l'a su bien dit presque tout le monde, ce n'est pas une liste électorale en réalité, c'est sorti d'une base de données bien fiable, bien tenue aujourd'hui. C'est quand même une liste électorale, sortie d'un registre, oui, mais c'est une liste électorale. S'il y a pas problème au niveau de notre registre aujourd'hui, c'est que la liste qui doit être tirée de ça n'aura pas de problème. Donc soyez rassurés qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la liste, mais c'est peut-être ceux qui ont organisé des transferts massifs qui vont se plaindre, pour commencer par dire, parce que c'est les mêmes qui vont solliciter que leurs proches viennent voter à 100 km de leur résidence. À la dernière minute, comme ils n'ont pas les moyens pour faire voyager les gens, vont commencer encore par dire que la personne réside à tel endroit, mais on l'a envoyé à 100 km pour voter. C'est-à-dire, on peut entendre ça à la dernière minute, mais ne les écoutez pas parce que c'est les mêmes qui ont organisé les choses. C'est eux qui ont sollicité des transferts massifs sur la plateforme pour des proches parce qu'ils veulent avoir tel pourcentage dans tel... Oui, s'assurer que les leurs ont voté pour eux, mais on n'a pas besoin de ça. Et je pense que pour les élections à venir, je pense qu'on peut mettre véritablement l'accent sur la réforme de justification de la résidence même. Et si ce travail, on exige à chaque citoyen de le faire pratiquement chaque année, comme le demande la loi, et que tout est chaque jour que Dieu fait, chacun signifie clairement sa position, ça veut dire qu'à la dernière minute, on ne devrait pas avoir de problème si l'année pour le cas dans tel bureau de vote ou pas, parce que les bureaux de vote, là où on envoie les gens, c'est en fonction de leur lieu de résidence. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Souffrez que la liste, même si elle n'est pas parfaite et qu'elle a quand même connu un toilettage quand même assez profond et c'est sorti d'une base de données très, très fiable. Oui.
Alors, je pense pour ma part que ces gens pour ce qui concerne l'aspect de la collaboration entre la Sénat et l'ANIP, je pense pour ma part que le problème ne va pas se poser parce que la Sénat et l'ANIP ont déjà commencé par collaborer depuis fort longtemps. Et donc, ce ne sera pas dans le cadre de ce processus-là que le problème va se passer et va se poser plutôt. Et je pense pour ma part que les choses vont se dérouler normalement comme cela se doit. Et pour ce qui concerne les cas que mon cher ami Espérance était déjà en train d'évoquer tout à l'heure, moi, je trouve que l'ANIP, les autorités ou les agents de l'ANIP, les gens qui travaillent au sein de l'ANIP savent quand même que ces gens de cas de figure peuvent déjà arriver. Et donc, ils seraient déjà en train quand même de prendre des mesures anticipatives pour résoudre ces genres de problèmes au cas où cela se ferait. L'autre chose qui pourrait quand même aussi nous rassurer du fait que ce travail-là pourrait se faire normalement et convenablement, c'est le fait que ce soit de façon, les choses se passent maintenant de façon numérique. De façon numérique, ce n'est plus des moments où on trimballait des papiers, on trimballait des piles de papiers un peu partout pour pouvoir faire le travail. Et donc, avec tout cet arsenal technologique qui est déjà mis en place, je peux quand même déjà dire que nous n'avons pas à nous inquiéter, nous pouvons quand même nous frotter les mains et nous dire quand même que les choses vont se dérouler convenablement. Je reste avec vous. Le parti Les Démocrates, éliminé de la course au communal de 2026, saisit la Cour suprême pour obtenir gain de cause. La Sénat reproche une différence de 120 pièces manquantes au dossier de cette formation politique. La Cour suprême comme dernier rempart pour maintenir LD dans l'arène des communales, c'est une question. Déjà, la première chose que je voudrais préciser, c'est le fait que le parti ait décidé d'agir ainsi relève totalement de son droit. Nous devons partir d'abord de ce principe-là. Et quand c'est déjà prévu au niveau de nos différentes dispositions légales que lorsque on prend une décision et que au niveau de la justice ou bien dans un cadre administratif et tout ça et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut aller saisir les autorités compétentes en la matière pour pouvoir pour que vous puissiez ces autorités-là puissent trancher quand viendra le moment où il va falloir quand même avoir une issue de la situation. Donc, sur ce principe, moi, je trouve quand même que c'est quand même normal que le parti, elle décide de formuler un recours au niveau de la Cour suprême. L'autre chose que je voudrais aussi préciser, parce que tous ceux qui nous suivent ne sont peut-être pas, en fait, tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'information parce que les gens peuvent se demander pourquoi c'est la Cour suprême que le parti LD a allé saisir et non la Cour constitutionnelle. Et je voudrais aussi à ce niveau préciser que en matière d'élection locale, c'est la Cour suprême qui est compétente pour pouvoir trancher sur ces genres de situations. Donc, c'est pour cela que le parti a décidé de porter, de formuler un recours à ce niveau-là. Et donc, le parti estime avoir raison par rapport à la décision prise par la Sénat. Et donc, il reviendrait au parti de fournir les preuves pouvant l'amener à pouvoir être consolidé ou conforté dans sa position et pour pouvoir avoir gain de cause. Donc, je pense que si le parti dispose des éléments convaincants, des éléments pouvant quand même l'amener à avoir raison, nous sommes quand même dans un pays de droit. Et je pense que si le parti dispose de ces éléments-là fondés, la Cour suprême pourrait lui donner raison. Et donc, l'autre chose aussi que je voudrais évoquer, c'est le fait que la Sénat aussi n'a pas pris sa décision ex nihilo. La Sénat ne s'est pas levé d'un seul coup pour aller prendre la décision. La Sénat s'est basée aussi sur des éléments pour pouvoir prendre sa décision. Et donc, je pense que lorsque le moment viendra, les deux parties vont pouvoir exprimer
et leur avis et pouvoir appuyer cela de preuves. Et le moment venu, si le parti, les démocrates, dispose d'éléments de preuves nécessaires ou de preuves assez conséquentes, elle pourrait avoir raison. Donc, pour le moment, du moment où une décision n'est pas encore prise par rapport à la situation, les membres de ce parti-là pourraient quand même être en train d'espérer pouvoir avoir gain de cause. Et donc, cela ne revient, cette projection ou cet espoir-là, n'appartient qu'aux membres de ce parti-là. Donc, c'est à eux d'avoir cet espoir-là parce qu'ils savent ce sur quoi ils se basent pour formuler des recours. Et le moment venu, on saura quand même apprécier. Oui, vous disiez qu'une décision n'a pas été prise. Bon, la Sénat a sorti donc cette liste de ceux-là qui ont répondu à la complétude des dossiers. Leur recours n'est pas suspensif. Non, quand je parle de décision, c'est au niveau de la Cour suprême. Bien. Que je dis que la décision, aucune décision n'est encore prise à ce niveau. Alors, Espérance Ouessou, pensez-vous que cette formation politique a des chances de voir la Cour suprême lui donner raison? Là, c'est là où c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de répondre. Et pourquoi je dis c'est compliqué? Malheureusement, la méthode de communication, si je peux me permettre de le dire, au sein de ce parti me pose souvent un peu problème. Après la décision rendue par la Sénat, je pense qu'ils ont fait une conférence de presse. Une conférence de presse, bon, si vous savez que vous voulez aller au niveau de la Cour suprême, peut-être ne pas faire cette conférence de presse. Si vous faites cette conférence de presse, la Sénat a quand même donné des chiffres. L'idéal aurait peut-être de préciser, de dire, nous on est parti avec tel nombre de pièces ou tel nombre de... On respecte l'ensemble parce que tout le monde connaît le nombre de pièces, le nombre d'arrondissements qu'on a dans ce pays, le nombre de dossiers qu'il faut fournir, et eux-mêmes le connaissent. Donc si on vous dit il manque tel nombre, je pense que c'est quand même facile de dire non, nous c'est tel nombre qu'on a fourni. L'écart que la Sénat a annoncé ne nous conviendrait pas, n'est pas conforme aux réalités. Ou soit ils allaient garder le silence, aller directement au niveau de la Cour suprême et partager les arguments au niveau de la Cour, quitte à avoir raison sur la Sénat ou non. Maintenant, faire une conférence de presse totalement... Bon, je n'ai pas envie de sortir le mot, mais sans éléments pour la population, pour nous, observateurs de la vie politique. Ils vous ont dit qu'ils sont les seuls à avoir honoré, en tout cas en matière de constitution des dossiers, qu'ils pensent que la Sénat est ci et ça. Vous les avez entendus, donc oui. Ce sont leurs arguments, certainement les arguments qui vont faire valoir devant la Cour suprême et peut-être pourquoi pas arguments, bien d'autres. Je ne suis pas un juge administratif, je ne suis pas un juge, ce n'est même pas du tout mon secteur, mais je pense que quand vous devez argumenter quelque chose sur des éléments précis et que ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas simplement du français, il faut sortir les chiffres qu'il faut, il faut sortir les éléments précis. Malheureusement pour eux, ils sont sur un sujet c'est-à-dire à valeur précise. Vous n'avez pas la possibilité de dire c'est 3, c'est 2. On vous a demandé 3, vous avez fourni 2, c'est que vous n'avez pas respecté les règles. On vous a demandé 5, vous avez fourni 3, il n'y a même pas question de 4,5. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté les règles. Donc, pour moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis scientifique que je raisonne ainsi, mais quand vous voulez faire des arguments, quel que soit le juge qu'ils auront en face, quand une fois c'est des données sur pièce, parce que c'est des données sur pièce, vous avez fourni telle pièce, et soit vous avez fourni ou vous ne l'avez pas fourni. Vous devez fournir tel nombre. Soit vous avez fourni le nombre et que vous êtes en règle, ou bien vous n'avez pas fourni le nombre, vous n'êtes pas en règle. Donc, quand c'est des éléments à pièces comme ça, je pense qu'ils devraient suffisamment soigner leur communication, soit carrément se taire pour aller devant les juridictions. Maintenant, leur histoire de favoritisme, si c'est que eux autres, ils ont les éléments que les autres aussi ont fournis, moins du nombre demandé, pourtant qu'on a accepté leur dossier, ça fait autre débat et ça fait autre élément qui ne nous ont pas aussi sortis. Ça, c'est sur leur communication. Donc, la question que je posais, c'est quelle chance pour... Non, la communication, leur propre communication ne leur donne même pas de chance, pour moi. Parce que de leur propre communication, on ne lit même pas une petite lueur de chance qu'eux-mêmes s'accordent.
moi, j'aurais donné du crédit à leur truc si ils arrivaient à dire non, on n'a pas manque de 120. Là, tout de suite, je dirais que bon, ils ont encore 100% de chance, mais si les éléments eux-mêmes ne sont pas en mesure de vous fournir des chiffres, je pense qu'eux-mêmes sont certains qu'ils n'ont pas de chance et ils veulent aller faire plutôt autre combat, certainement du favoritisme qu'ils ont épinglé. C'est eux qui ont les preuves. Non, moi je ne suis pas ni au niveau de la Sénat, je n'ai pas participé au dépôt de dossier d'un parti politique, donc je ne connais pas du tout les éléments dont ils disposent pour aller sur ce terrain. Mais je pense que c'est sur ce terrain qu'ils veulent aller justifier ou défendre leur dossier au niveau de la Cour suprême, par mesure de principe, je ne suis pas véritablement satisfait personnellement. Bon, les chiffres, si la Cour suprême en a besoin, ils les fourniront, évidemment. Oui. Kasmi Pedjon, quelle chance vous voyez pour cette formation? Quelles sont ses chances? Bon, quand on parle, ils ne sont pas contents, mais malheureusement, on va parler. Parce que le processus électoral, la loi, n'a pas dit on veut 3630, je crois. Si vous arrivez à trouver 3500, on valide. La loi n'a pas dit ça. C'est tout le monde. T-O-U-T ou bien T-O-U-S, selon que vous voulez. On n'a pas dit qu'il faut revenir à la maison avec 4 tables de dossiers non inscrits. Alors, les arguments, il a dit, qu'ils ont commencé par évoquer, pour moi, ne les arrangent même pas. Les arguments qu'ils ont évoqués, ils ont un problème de communication au sein de ce parti politique. Ils doivent revoir. Le monsieur qui vient parler, sans vouloir le vouloir, permettez-moi la tautologie, il plonge plus qu'il ne communique. En quoi faisant? En citant par exemple, en disant à la face du monde qu'ils ont les preuves, alors que vous n'avez pas de preuves. Non, vous êtes péremptoire, vous ne savez pas si non. Je vous donne l'exemple de ce qu'il a dit. Il dit que des documents ont été finalisés au niveau de la fiscalité, donc de la direction générale des impôts, mais qui ne leur ont pas été transmis. Il ne pourra jamais, devant aucun procureur, prouver que l'administration a fini et qu'a gardé le dossier pas devant lui pour mauvaise foi. Il ne peut pas. Même si vous allez avec un huissier de justice, vous ne pouvez pas établir ça. Ils ne sont pas obligés de tout dire. Et j'aurais pu leur donner peut-être 90%, 75% de chances d'aboutir efficacement à cette affaire si les arguments qu'ils ont évoqués dans leur dossier, qu'ils ont transmis à l'institution, dont je ne peux pas avoir copie, mais déjà, ce qu'ils sont en train de dire, si c'est des éléments comme ça, que les FCBE sont venus déposer les dossiers un samedi, c'est de ça qu'on vous a dit de parler. Vous allez aux élections ou bien vous allez dénoncer ce que l'autre a fait. Maintenant, on suspend les FCBE. Ça, on va vous donner. Pour pouvoir demander. Si on suspend les FCBE, on dit bon, ok, FCBE, parce que vous êtes allé hors délai déposer les dossiers, vous êtes suspendu. Ça va leur donner le droit d'aller aux élections, vous pensez? Et quel est leur objectif? C'est d'aller aux élections ou bien de critiquer, de sortir les autres? De toutes les façons, nous avons déjà 2 partis politiques qui ont rempli les critères et qui iront aux élections. Donc moi, je crois qu'après cet échec cuisant des présidentielles, ce parti politique n'avait plus droit à l'erreur. Vous savez, dans les pièces qu'on leur reproche, par exemple, ils me diront des choses. Le certificat de nationalité. Mais écoutez, depuis janvier 2025, vous ne pouvez pas aller chercher ce document-là. Donc vous ne leur... et c'est aujourd'hui, en 72 heures, vous allez demander ça et avoir ça d'où? Même l'administration américaine ne peut pas vous donner un papier comme ça en 72 heures. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, véritablement, moi, je crois que jamais un 102. Jamais un 102. C'est le cœur meurtri, avec le cœur meurtri, que j'ai envie de dire que aux municipales, nous n'allons pas avoir la chance d'avoir une compétition de partis politiques de l'opposition digne du nom. Certainement qu'on va rêver. Bon, il y a la FCBE. Il y a la FCBE qui a de l'opposition. Je ne sais pas ce que vous appelez digne du nom. Vous appelez digne du nom. Ok, j'enlève digne du nom de ma phrase. Nous n'aurons pas la chance d'avoir véritablement une compétition. D'avoir la première force de l'opposition pour aller à cette compétition. 1, 2, il y a un 3e. Nous espérons
que de leurs échecs. Avec les législatives, certainement qui seront là. Mais c'est vraiment dommage qu'on passe tout son temps derrière les émotions au lieu d'afficher des objectifs à atteindre et de travailler pour. Daphne Gagana, vous avez la parole. Ok, merci de m'avoir donné la parole. C'est vrai que oui, ce parti politique dont on parle a été créé au cours du dernier trimestre de l'année 2020. Je rappelle que la question, c'est les chances de réussir devant la Cour suprême. Non, moi je précise la question. Laissez-moi finir, vous allez voir. Et déjà en 2021, on avait eu des difficultés avec eux et ils étaient en difficulté pour parrainage. Et ils ont fait recours, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et puis en 2023, ils ont été rachetés parce que c'est après un rachat que les démocrates ont été aux élections en 2023 parce que la Cour leur a donné une ouverture pour qu'on puisse récupérer des gens à cause de quitus fiscal. Ou à un moment donné, les gens disaient même que c'est le pouvoir en place qui a soustrait leurs militants. Heureusement que NDS, je crois, c'est comme ça on l'appelle, est venu dire après que non, que ce n'est pas... Bon, vous parlez de qui? Monsieur Sakasalé. Monsieur Sakasalé a dit que non, lui n'a pas été soustrait de la liste par le biais du pouvoir en place, mais que c'est ce parti politique qui l'a enlevé, et même sous fond du régionalisme. Donc du coup, c'est une parenthèse, ça veut dire que déjà en 2023, c'est sur rachat. En 2026, parce que la seule élection où ils ont vraiment participé, c'est par rachat en 2020, en 2023. En 2026, voilà qu'on veut aller aux élections. Et que ce sont les mêmes histoires, parce que de recours en recours, et même des recours forts, c'est-à-dire des recours hors délai. C'est ce qu'on avait assisté pour les élections présidentielles. Certains de leurs recours étaient hors délai. Oui, bon, sur 4, il y a juste un qui a été dans le délai, mais qui n'est même pas encore fondé. Donc c'est une parenthèse. Mais c'est pour dire quoi? Même actuellement, tout autour de ce plateau, je ne sais pas si quelqu'un, parce que voilà un parti politique qui a l'habitude de tout mettre sur les réseaux sociaux, mais pour une fois, on n'a pas vu, personne n'a vu le brouillon de leur recours. Ça veut dire que le recours a été fait sur quoi? Parce que, regardez, il est vrai que toute histoire a deux versions. Il y a la version de celui qui vit l'histoire et il y a la version de celui qui raconte. Mais chez eux, on a pratiquement 4 versions. Parce que voilà une histoire où quelqu'un a dit non, nous on a transmis toutes les pièces et que c'est les gens de la Sénat qui ont soustrait des pièces. Il y a une tendance qui dit ça. Il y a une autre tendance qui dit non, nous on a transmis les pièces et qu'on a trouvé qu'il y a vraiment des pièces manquantes, mais on est allé vers l'administration. L'administration ne nous a pas accompagnés. D'autres ont trouvé que bon, ok, non, il y a des gens qui n'ont pas transmis, mais on les a acceptés. Donc, il y a plusieurs versions. Donc, ça veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, le recours est formulé sur quoi? C'est vrai que la Cour suprême est là pour connaître de ces genres de situations. Mais s'il y a tant de mélange, tant de versions, quelle est la version que vous allez défendre et que les gens vont vous accompagner autour de ça? Parce qu'on dit, enfin, à Goumédia, mettons un autre nom. Et puis, je crois, l'actuel président de la HAC l'a dit, un fétiche qui sort à répétition n'est plus craint. Quand vous criez, c'est vous qui criez toujours, c'est que vous fatiguez les gens, on ne vous croit plus. Parce que, à la date d'aujourd'hui, on va se dire, mais ok, c'est toujours vous. Et puis, moi, ce qui me dérange, c'est que Sodino, l'honorable Sodino, avait déjà dit, au moment où il y avait des difficultés, dit, concentrons-nous sur les élections législatives. C'est comme s'il savait que les élections communales, que le LD n'allait pas participer. Ça veut dire qu'il sait qu'il y avait quand même des difficultés. Et donc, du coup, moi, je dis, si quelqu'un de leur camp leur dit, concentrons sur telle chose, c'est peut-être qu'il a des informations. Je sais que, bon, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les pièces dont on parle, M. Casimir l'a dit, c'est l'article 41 qui parle des pièces. Et les pièces, c'est seulement 4 pièces qu'on demande à chaque individu. Et si on n'arrive pas à dire la vérité au peuple, on va penser qu'on demande d'autres choses à certains et d'autres choses à d'autres. Non, c'est quoi? Certificat de nationalité, comme elle a dit, ça se prend une seule fois à l'année. Acte de naissance, nous l'avons tous. Aujourd'hui, vous pouvez être sur votre lit et puis vous avez votre acte de naissance. Le certificat de résidence se prend en 5 minutes si vous allez chez votre délégué. Et le certificat de résidence, aujourd'hui, ça a une validité d'1 an. Ça veut dire que si vous l'avez pris en janvier, vous gardez jusqu'en janvier de l'année qui vient. Donc, du coup, on ne peut pas venir nous dire que ce sont des pièces que les gens ne disposent pas et qu'on se retrouve à demander des duplicata pour les gens au moment où on dépose déjà des dossiers. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ces pièces ou c'est autre chose? Si c'est autre chose, que si la Sénat ne peut pas
nous lit le rapport, mais que le LD qui a l'habitude de faire de conférences lit le rapport, que le document que la Sénat leur a envoyé pour dire non, c'est telle et telle et telle chose, que de nous interpréter à chaque fois les choses, sinon il y a un bon mélange. En clair, ça, tout dépend de l'argument qu'ils vont présenter dans le recours pour avoir gain de cause. Autrement, c'est mort. Bon, enfin, autrement, vous ne donnez pas cher de leur participation au communal. D'accord. On va faire un dernier tour de table. Je commence par vous pour conclure. On a la fin. Oui, pour conclure. J'ai déjà eu le temps de le dire ici une fois. Nous sommes entrés, depuis l'avènement de l'actuel régime, nous sommes entrés dans une phase en termes de politique, sur le champ politique, nous sommes entrés dans une phase où, si vous n'êtes pas stratège, vous ne pouvez pas vous en sortir lorsqu'il y a des échéances électorales. Et la stratégie appelle l'anticipation, appelle la responsabilité, appelle la mise en marche d'un certain nombre de manœuvres. Et je pense que malheureusement, ce sont ces éléments-là qui manquent souvent à l'opposition. Et ce qui quand même est un élément désolant, c'est le fait que les mêmes erreurs puissent en train de se produire pour le même parti politique. Donc, ce que moi je voudrais tout simplement demander au parti LD, c'est d'aller retrousser correctement leurs manches et de préparer convenablement, comme cela se doit, leur dossier pour les législatives, afin de ne pas manquer aussi à ce rendez-vous-là. Personnellement, je vois leur chance très très minime. Maintenant, c'est eux qui détiennent des arguments nécessaires pour aller défendre leur dossier. Mais la stratégie politique et puis la stratégie de leur communication politique reste beaucoup à désirer. Je pense qu'ils doivent travailler sur ces leviers à l'interne pour quand même donner véritablement espoir à tous ces milliers, parce que, quand déplaise, c'est la première force politique de l'opposition. Et si on prend les dernières élections législatives, quand même, c'est des gens qui ont des millions de Béninois qui font confiance en eux. Donc, il y a une bonne partie de la population béninoise qui lie son destin politique à ce parti. Il faut respecter aussi cette frange de la population béninoise. Mais que les acteurs à la tête du parti se permettent, j'ai pas envie d'utiliser l'expression, mais un peu un jeu de lacisme, qu'ils me le permettent, pour donner chaque fois ce type de résultat à la fin d'un processus électoral. Et je pense que moi j'ai peur qu'on puisse revoir carrément ce parti en 2031. Peut-être je le dis aujourd'hui, peut-être je suis visionnaire, peut-être ça va se concrétiser comme ça, je ne sais pas. Parce qu'ils sont trop dans un schéma, mais moi je les comprends, hein. Je pense que je l'ai déjà dit une fois, c'est des gens qui disent on va mettre suffisamment à l'épreuve les différentes lois en cours pour les élections pour prouver que ça ne marche pas. Non, si vous savez que ça ne marche pas, trouvez d'autres moyens de dire que ça ne marche pas. Et si on arrive à vous comprendre, on réaménage les choses. Mais vous ne pouvez pas dire, nous allons montrer que ça ne marche pas. Vous allez prendre vous-même au piège. Ils sont en train de se prendre au piège, doucement, doucement. Ils l'ont fait pour les présidentielles, ils sont en train de le faire pour les communales. Et vu leur communication, parce que dans la foulée, je crois le même jour, ils ont glissé un mot dans leur communication, dans leur sortie de presse de la dernière fois. Nous ne ferons jamais un accord de gouvernement, non parlementaire, parce que là, nous sommes sur l'accord parlementaire avec quelques parties de la mouvance. C'est une erreur stratégique. Je me dis, est-ce que c'est des gens qui se disent, bon, même si nous on est élus députés, si on est minoritaire, nous on va simplement chercher notre humilité parlementaire, les primes. Parce que vous ne pouvez, à l'Assemblée, si vous devez faire voter une loi, c'est que vous devez aller en accord parlementaire sur la loi tout au moins. Sinon, vous ne pouvez pas faire voter la loi. Maintenant, est-ce que leur objectif, c'est rejet d'humilité parlementaire et de primes? Je ne sais pas. Ils ont leur stratégie. Mais si c'est pour mettre à l'épreuve les différentes lois, je pense qu'ils sont en train de se piéger eux-mêmes. Merci. Oui, Casimir. Là, on n'a plus beaucoup de temps. C'est quelques secondes. Moi, je n'ai pas d'émotion pour un parti politique qui a refusé de travailler durant 3 ans pour aller aux élections. Et je n'ai pas de sentiment pour ces messieurs qui, à défaut de faire de la politique, jouent dans l'ethnocentrisme. Ils auront le temps de pleurer avec leurs militants. On va éviter. Et je vais inviter la population à éviter de lapider leurs
dirigeants et ceux aussi qui disent la vérité à ce parti politique. Allez. Et de constater, parce qu'il a dit tout à l'heure, nous allons prendre le rendez-vous avec le peuple béninois. J'en aurais terminé. C'est 4 pièces. Non, plus la peine de revenir là-dessus parce qu'on les connaît désormais. Et j'en aurais terminé avec ceci. C'est 4 pièces auxquelles j'invite chaque Béninois à lancer dès demain vendredi la confession pour voir quelle a été la durée, combien de temps j'ai pris pour obtenir cette pièce dans ce processus électoral. Merci à vous, Kazmik Pedjo, merci à vous, Jussa Kapo, merci Espérance Ressou, merci à vous, Delphin Gangana. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent et continuez à nous suivre sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin. Vous pouvez télécharger l'application E-Télé. E-Télé avec vous, pour vous.